Bonjour, donc je présente dans cette vidéo un exercice très classique sur le calcul du champ magnétique créé par un fil conducteur rectiligne de longueur finie parcouru par un courant stationnaire. Cette fois-ci, on va utiliser la loi de Biot et Savart. Bien évidemment, l'étudiant doit quand même faire une comparaison entre le résultat de ce calcul du champ B par la loi de Biot et Savart et ce que nous avons trouvé dans une vidéo précédente en utilisant le théorème d'Ampère. Bien évidemment, nous sommes toujours dans le cas du régime statique, c'est-à-dire où le champ magnétique sera créé par un fil parcouru par un courant stationnaire. Donc, voilà les questions qu'on va poser. Donc, soit un conducteur rectiligne de longueur finie, parcouru par un courant permanent d'intensité I, on demande de calculer le champ B créé par un fil conducteur de longueur finie dans un plan médiateur. Donc, je vais rappeler c'est quoi un plan médiateur. En déduire le champ B créé par un fil conducteur de longueur infinie, donc toujours dans le cas d'un plan médiateur. Également, on peut chercher le champ magnétique créé par le même fil conducteur, toujours de longueur finie, mais cette fois-ci en un point quelconque de l'espace. Également, que devient cette expression dans le cas d'un fil conducteur de longueur infinie. Donc, tout d'abord, je fais un petit rappel, c'est que la loi de Biot et Savart qu'on va utiliser stipule que le champ magnétique D de B, un champ élémentaire, généré à un point M par un petit élément de courant électrique, donc ça c'est l'élément de courant, il est proportionnel à l'intensité I du courant, à la longueur de l'élément D de L et au sinus de l'angle sinus alpha, entre la direction de l'élément et la ligne qui relie l'élément au point où le champ est mesuré. C'est-à-dire, je prends un conducteur C, donc c'est un fil conducteur, il est traversé par un courant I permanent, on choisit un point quelconque de l'espace pour déterminer le champ B. Ce point M, il est repéré par la distance ou bien par le vecteur position R qui relie ce point M avec le centre d'un élément D de L qui est choisi d'une manière arbitraire. Donc D de L c'est un élément de longueur. Il est traversé par le courant, on va l'appeler un élément de courant. D'accord? Et bien évidemment, le point M, j'appelle le alpha, c'est l'angle formé entre le vecteur I D de L et le vecteur R. Et bien évidemment, on cherche à calculer le champ élémentaire, à le représenter et par la suite à faire une intégration le long de ce circuit pour déterminer le champ B global. Bien évidemment, comme j'ai dit, le fait de prendre un élément de longueur D de L dans cette position-là, c'est un choix arbitraire, mais si on continue à choisir d'autres éléments, on va se retrouver finalement avec un nombre infini de longueurs D de L, et si on fait une intégration de toutes ces longueurs avec tous les champs élémentaires correspondent à ces éléments, on peut se retrouver avec le champ magnétique global à partir de ce champ magnétique élémentaire. Donc, je commence l'exercice par la première question, calcul du champ magnétique créé par un fil conducteur de longueur finie, mais dans un plan médiateur. Bon, il faut dire que le plan médiateur d'un segment, donc l'élément ou le fil que nous allons utiliser, c'est un segment, c'est une droite, c'est un fil de longueur bien déterminé. Donc le plan médiateur d'un segment est constitué des points qui sont équidistants des extrémités de ce segment. D'accord? Il s'agit du plan passant par le milieu du segment et orthogonal à ce segment. C'est-à-dire,
On va voir ici. Donc, je considère un fil conducteur fini. Il est traversé par un courant permanent. D'après l'électromagnétisme, la théorie de l'électromagnétisme, ce fil conducteur traversé par un courant I, il va produire un champ magnétique dans tout l'espace. Bon, dans l'espace qui est voisin de ce conducteur. Donc, nous avons un champ, on désire calculer le champ B en un point M de l'espace qui se trouve à une certaine distance D de l'origine. Donc, ce point-là, c'est un point qui se trouve à une distance directe du point O, le centre. Donc, ça, on l'appelle un plan médiateur, c'est-à-dire c'est un plan qui passe par le milieu du segment et qui est orthogonal à ce segment. Donc, on veut calculer le champ en ce point M particulier. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser un élément de longueur D de L. C'est une longueur infinitésimale, centrée en un point P, et il est traversé par un courant I. Donc, je vais parler d'un élément de courant, c'est-à-dire la longueur D de L traversée par le courant I, je vais appeler ça un élément de courant. Donc, lorsque je prends cet élément, ça c'est un choix arbitraire, je pouvais prendre celui-là. C'est-à-dire, dans la réalité, j'ai le fil, je dois prendre un certain nombre d'éléments de longueur, je calcule le champ créé par chaque élément et à la fin, je vais faire une sommation de toutes ces contributions, c'est-à-dire de tous les champs élémentaires, et on va trouver à la fin le champ global. Donc, le point P, il est repéré par la distance R. Donc, j'appelle U le vecteur unitaire joignant la droite PM. La même chose si je choisis cet élément. J'appelle l'angle θ, c'est l'angle formé entre R et D. Et j'aurai besoin de cet angle-là, alpha. D'accord? C'est l'angle entre le vecteur unitaire U et le vecteur I D de L, l'élément du courant. Donc, l'élément du courant I D de L, il va créer un champ élémentaire dont l'expression est donnée par la loi de Biot et Savart. Donc, avec PM, c'est la distance R suivant le vecteur unitaire U. Donc, je vais remplacer PM par son expression. Donc, je vais simplifier avec le R. Donc là, je réduis le degré. Et je me retrouve avec une équation, avec une expression simplifiée. Donc, pour l'instant, on va s'intéresser à étudier, bien à calculer le module. Donc, le module, tout d'abord, ça consiste à calculer ce produit vectoriel. Donc, le produit vectoriel, par définition, le module d'un produit vectoriel, c'est le module du premier vecteur D de L, fois le module du deuxième vecteur U, fois le sinus entre les deux. Donc, je vais appeler l'angle entre les deux, DL et le I, c'est le alpha. Le voilà. Donc, j'ai besoin de ça, c'est que alpha plus cet angle bêta égale à pi. Donc, le bêta sera égal à pi moins alpha. Et également, je vais utiliser dans ce triangle-là le fait que j'ai bêta plus θ égale à pi sur 2. Donc, je vais remplacer dans cette expression le bêta par son expression, c'est le pi moins alpha, et je vais trouver que pi sur 2 plus θ égale à alpha. Donc, le sinus entre le D de L et le U, c'est le sinus alpha. D'après cette expression, c'est sinus pi sur 2 plus θ. Et sinus de pi sur 2 plus θ, c'est tout simplement le cosinus de θ. Et comme ça, j'ai l'expression du module du champ élémentaire créé par l'élément du courant en point M, il est donné par cette expression.
Donc, ce qu'on doit faire, c'est d'exprimer l'élément d de L, le R au carré, en fonction d'une seule variable dont on connaît sa variation. Par exemple ici, on va choisir le θ, parce que le θ, ça va varier d'une première extrémité, d'une première valeur extrême vers une autre valeur extrême, une valeur maximale et une valeur minimale. Donc, voilà le schéma. Donc, j'appelle O et P, c'est une longueur. C'est une longueur qui est variable selon le choix de l'élément de courant. Donc, le module, il est donné par cette expression. Donc, je prends le cosinus de θ, c'est le côté opposé, c'est le côté adjacent plutôt D sur l'hypoténuse. Et comme j'aurai besoin de R, donc je vais inverser, R égale à D sur cos θ. R carré, c'est D carré sur cos carré de θ. Et par conséquent, comme j'ai 1 sur R carré, ça sera l'inverse. Donc, j'aurai besoin de calculer D de L. Donc, je vais prendre tangente de θ. C'est le côté opposé sur le côté adjacent. Et je vais procéder à une dérivation de cette quantité-là. Ça va me donner 1 sur cos carré dθ égale à d de L sur d, avec d, il est constante. Donc, 1 sur cos carré d égale à d de L. Donc, je vais injecter ces quantités ici, dans l'expression de départ, et je simplifie, et je simplifie, et j'obtiens cette équation-là. Et maintenant, pour calculer, ou bien pour étudier la contribution de tout le conducteur, je dois faire une intégration de cet élément, ou bien de ce champ élémentaire, sachant que le θ va varier entre deux extrêmes, va prendre deux valeurs extrêmes. J'appelle la première valeur minimale, c'est le moins gamma, et le plus gamma, c'est la valeur lorsque le θ, bien lorsque le point M, ils arrivent à cette extrémité. Donc, je fais voilà. Donc, voilà, je représentais les plus gamma et les moins gamma. Selon l'orientation, je choisis cette orientation et l'orientation inverse. Donc, je fais sortir les constantes, I, D, mu 0, 4 pi. Je me retrouve avec sinus θ. Et je mets sinus gamma moins gamma 0. Donc, pourquoi j'ai mis gamma et gamma? Ils sont identiques parce que le point O, il est au centre. Donc, l'angle entre cette droite et l'extrémité, première extrémité, c'est la même distance, ou bien c'est le même angle entre cette droite OM et l'autre extrémité. C'est pour cela, j'aurai les mêmes valeurs de gamma, sauf que un angle plus gamma orienté dans le sens à gauche et l'autre dans le sens à droite. Donc, si je fais la somme, j'aurai sinus, il est impair, donc ça va nous donner un moins, c'est plus, donc j'aurai 2 fois sinus, et voilà ce que j'obtiens. D'accord? Voilà ce qu'on obtient comme résultat. Passons maintenant à représenter spatialement le champ magnétique. Donc, je prends le même schéma. Donc, nous allons choisir les coordonnées cylindriques, vu la symétrie de notre système étudié. Donc, le système de coordonnées cylindriques, il comporte les coordonnées R, θ, uz, avec la base liée, c'est UR, Uθ, uz. Donc voilà UR, voilà uz. Et le troisième vecteur, il est perpendiculaire, il est dirigé vers l'arrière du plan de le plan de la présentation. Donc, le champ élémentaire des 2B est un champ qui, d'après cette expression, on va le représenter en représentant tout d'abord chaque vecteur. Par la suite, on va passer au plan qui contient les deux vecteurs et le D de B sera perpendiculaire à ce plan et on aura deux choix et on va utiliser la règle de tire-bouchon pour trancher ou bien une autre règle. Donc D de B d'après cette écriture, c'est un vecteur perpendiculaire au plan formé par le I de L ou bien le D de L et le U.
C'est-à-dire, je prends le point, je vais représenter ici en un point M. Donc, je représente le I de L. Il est montant. Je représente le U. Et je représente le plan qui contient les deux. Donc, voilà le plan qui contient les deux. Donc, le résultat, c'est que D de B, il est perpendiculaire à ce plan. Soit il est dirigé vers l'arrière, soit il est dirigé vers l'avant. Donc, il y a deux possibilités. On va se servir de la règle de tire-bouchon. Voilà la règle. Donc, si je tourne dans ce sens-là, c'est-à-dire je ramène le I D de L vers le U dans ce sens-là, un produit vectoriel D de L U. Donc, ce sens-là, on aura un champ orienté vers l'intérieur. Et si je fais le tour, je ramène le I de L dans le sens inverse, on aura un champ B qui est entrant, ou bien sortant. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'on va choisir? Alors, si je ramène I de L vers le U, je fais ce sens-là, donc forcément, je vais choisir cette représentation, ou bien ce choix-là, est le correct. Donc, on va calculer maintenant le champ magnétique créé par un fil conducteur de longueur infinie. Donc voilà le conducteur de longueur infinie. Voilà le point à étudier. Donc lorsque je dis un fil conducteur de longueur infinie, c'est-à-dire la partie supérieure de 0 jusqu'à l'infini, il a une longueur maximale de plus l'infini. De l'origine vers le bas, je vais l'appeler moins l'infini. C'est-à-dire c'est un fil, théoriquement, il s'étale sur l'infini. Plus l'infini et moins l'infini. Donc, en utilisant la relation précédente, tangente θ, c'est L sur D. Donc, tangente θ max, ça va correspondre à une longueur max, puisque D, il est constante. Ça va nous donner un θ max égale à pi sur 2, parce que L tend vers plus l'infini, et la tangente qui tend plus l'infini, ça correspond à un angle pi sur 2. De même, je peux prendre tangente θ min égale à L min, ça va nous donner tangente qui est égale à moins l'infini, ça correspond à un angle égal à moins pi sur 2. Donc voilà les bornes d'intégration, on va les remplacer ici. On va remplacer gamma par θ max et θ min, et on obtient cette relation. Donc voilà l'équation, ou bien l'expression du champ magnétique produit par un fil rectiligne infini en un point fixe de l'espace qui se trouve à une certaine distance d. Donc, si on prend un point quelconque, bon, rien ne va changer, on va faire le même raisonnement. Donc je prends le même raisonnement. Le conducteur traversé par le courant produit un champ dans tout l'espace voisinant le conducteur. On choisit un point M de l'espace qui se trouve à une certaine distance d, sauf qu'on n'est pas dans le plan médiateur. C'est-à-dire que E n'est pas au centre. Donc, OM, c'est D. On choisit un élément de longueur centré à un point P qui a une certaine longueur D de L. Et donc, c'est un élément de courant I de L. On repère le M par la distance R, liant le point M et le M. La même chose si on choisit un autre point, l'angle θ, l'angle alpha, l'angle bêta, le vecteur I. Donc, tout ça, on l'a déjà vu. Ils vont créer, donc l'élément I de L, il va créer un champ élémentaire. La même analogie, on va se retrouver avec cette relation. Et par conséquent, dans ce cas-là, l'angle θ, il va varier d'un angle θ max ou un angle alpha 1, et puis un autre angle, c'est le θ min ou bien alpha 2. C'est-à-dire en faisant l'intégration, on peut intégrer entre deux angles. Le premier angle, c'est le θ max. Le deuxième angle, c'est le θ min. En faisant le calcul, on va trouver une relation, celle-là. D'accord? C'est une relation. Sauf que la seule différence par rapport
par rapport au cas précédent, c'est que dans le cas précédent, j'avais les angles, ils étaient identiques en module. Là, j'ai des angles qui sont totalement différents, parce que l'autre point O, il est pris à une distance quelconque, il n'est pas au centre, pour parler d'un plan médiateur. Donc si je prends le cas infini, la même chose, θ max pi sur 2, θ min moins pi sur 2, et je remplace les angles par leurs expressions, et je trouve la même chose, mu 0 sur 2 pi I sur le t. Et donc si je compare cette expression avec l'expression calculée par le théorème d'Ampère, on va trouver la même chose. Et merci pour votre attention.